Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de trauma. Messieurs les modérateurs, je remercie l'organisation de m'avoir invité à parler de ce topo. Je m'appelle Sophie Amada et je travaille à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris, qui est un des trauma centers. Et je remercie aussi de m'avoir donné ce sujet qui est assez vaste, parce que l'entité traumatisme thoracique, elle est complexe, elle est polymorphe, elle est composée d'entités osseuses, parenchymateuses, du mou, du dur, des structures nobles telles que le cœur, les gros vaisseaux, et puis toutes des ramifications nerveuses qui vont conduire à de la douleur chronique. Ce type de trauma touche environ 50% des patients. À la phase toute initiale, c'est surtout le pronostic vital qui est engagé. Et passé cette phase, c'est surtout le pronostic va être lié à la survenue de complications secondaires respiratoires qu'il va falloir traquer et prendre en charge. Sur les atteintes lésionnelles, elles sont très variables. Les plus fréquentes sont les fractures de côte. Le volet costal, c'est plutôt de l'ordre de 10%. Il y a les contusions pulmonaires, les lésions pleurales avec les hémos, les pneumothorax. Lésions diaphragmatiques, c'est moins de 10%. Les contusions myocardiques, c'est des entités bien à part et un peu plus difficiles à circonscrire. On pourra y revenir si vous avez des questions, mais c'est de l'ordre de 15%. Et puis les atteintes des gros vaisseaux, c'est entre 1 et 2% en fonction des séries. Comme ce sujet est large, j'ai choisi de traiter 3 points bien spécifiques. Tout d'abord, les pièges diagnostiques à la phase initiale du traumatisme thoracique. Ensuite, d'insister vraiment sur les modalités analgésiques de ces types particuliers de patients. Et ensuite, je ferai un bref point sur les modalités ventilatoires en 2021. À la phase initiale, donc, au déchocage, il y a ce bilan diagnostique qui sert à plusieurs choses. Tout d'abord, il sert à identifier la cause de l'état de choc. La cause de l'état de choc dans le traumatisme thoracique, elle peut être hémodynamique ou respiratoire, c'est-à-dire obstructive. Il peut y avoir de l'épanchement gazeux empêchant le retour veineux. Il faut identifier ces causes et ensuite orienter correctement le patient à la fin de cette phase de déchocage. Pour les identifier, on va surtout d'abord se servir de la FAST-ECHO. La FAST-ECHO permet de diagnostiquer des épanchements pleuraux aérique avec une spécificité de 100% à partir du moment où on a un point poumon pour le diagnostic de pneumothorax, et il permet de diagnostiquer le pneumothorax avec une meilleure sensibilité que la radio puisqu'on a des patients qui sont couchés à 0 degré. De la même façon, l'échographie permet de diagnostiquer les hémothorax avec beaucoup plus de précision et une meilleure performance prédictive que la radiographie. Cependant, il y a quelques pièges à l'échographie pour lesquels il va falloir, pour les patients les plus graves, céder d'une radiographie. Ces pièges-là, c'est que sur un poumon qui ne glisse pas, eh bien, on ne sait pas très bien si c'est de l'intubation sélective, de la contusion pulmonaire, de la télectasie. Ce n'est pas toujours facile de faire le diagnostic. Et surtout, eh bien, s'il y a de l'emphysème sous-cutané extensif et qu'on ne peut pas avoir l'information contenue à l'intérieur du patient, de la cavité thoracique, eh bien, on est très ennuyé, notamment quand on a de l'emphysème sous-cutané à gauche et qu'il faut réfléchir à drainer parce qu'on sait qu'il peut y avoir de la hernie diaphragmatique. Bref, tout ça pour se dire qu'il faut céder de la radiographie chez ces patients, notamment par exemple pour la position de la sonde. Et vous voyez la flèche ici, cette sonde, elle est intubée en sélectif à droite. Pour voir le parenchyme, ici on voit que c'est un parenchyme contu, mais vous n'avez pas vraiment de zone qui soit plus que d'autres. On voit un pneumothorax à l'apex à gauche. Et puis, on a aussi une vision sur les structures osseuses et on peut voir qu'il y a des fractures de côte, notamment à la base droite. Ensuite, la radiographie permet aussi de voir le médiastin, ce que ne permet pas l'échographie. Ici, on voit un élargissement médiastinal, une disparition du bouton aortique, un apical cap, un hématome donc de l'apex pulmonaire, une déviation de la trachée à droite. Bref, c'est ce patient, il n'y a aucun doute diagnostique, il a une dissection traumatique de l'aorte. Et donc, on peut anticiper et déclencher certains processus plus avant que si on n'avait pas diagnostiqué cet élément à la radio avant d'aller au scanner. Une toute petite digression sur les traumatismes, lésions traumatiques de l'aorte, parce que certes, ce n'est pas fréquent, c'est entre 1 et 2% des patients. Sur une cohorte française, on est à 1,8 entre 2013 et 2019. Et c'est des lésions qui vont apparaître dans un tiers des cas suite à des chutes, dans un tiers des cas suite à des accidents de voiture et dans un tiers des cas suite à des AVP moto. Dans 10% des cas, c'est d'autres mécanismes. Il faut toujours avoir à l'idée, en cas de traumatisme thoracique, il peut y avoir une lésion traumatique de l'aorte parce que cela nécessite une organisation particulière, surtout pour les centres qui ne vont pas avoir la ressource chirurgicale sur place pour pouvoir le traiter. Ces patients, ils décèdent beaucoup, dans 20% des cas, et surtout, ils décèdent rapidement dans le premier jour, dans les 48 premières heures, en tout cas, surtout de choc hémorragique.
Revenons à la radiographie, comme je vous ai dit tout à l'heure, si on est embêté par de l'emphysème sous-cutané, eh bien on ne va pas pouvoir voir que ce qu'on veut drainer, c'est du côlon, par exemple, qui a fait issue dans la cavité thoracique. Et c'est un patient en détresse vitale, en choc obstructif, eh bien aller mettre un drain serait totalement interdit. Par contre, faire une thoracostomie au doigt pourrait s'envisager dans le cas d'un emphysème sous-cutané si on n'avait pas la radio, mais ne drainez jamais un poumon chez qui vous êtes sûr qu'il y a un pneumothorax, mais dans lequel vous n'avez pas vu s'il y avait de l'issue de matériel intra-abdominal dans la cavité thoracique. Que disent les RFE? Eh bien, ils disent qu'ils recommandent de traiter un pneumothorax complet, sans délai, ou tout épanchement liquidien ou aérique responsable d'un retentissement respiratoire et ou hémodynamique. Très bien. Ensuite, pour les hémothorax, les recommandations sont de drainer sans délai les hémothorax évalués à environ 500 ml. Alors ok, 500 ml c'est bien, mais comment on fait? Eh bien pour faire simple, c'est globalement une mesure de la distance postéro-basoale paroi-poumon d'environ 5 cm. Vous voyez la courbe ROC, la courbe de prédiction, elle est relativement correcte et les performances prédictives sont de l'ordre de 83% de sensibilité et 90% de spécificité. Et on sait que drainer ces épanchements de plus de 500 ml, eh bien ça améliore le rapport PO2 sur FiO2 chez ces patients et surtout ça va éviter les complications à type d'infection, d'atelectasie ou même de symphyse pulmonaire qui vont réduire la capacité vitale. Quand fait-on un recours à la chirurgie? Eh bien, chez le patient instable, qui a un saignement intrathoracique actif, c'est sûr qu'à ce moment-là, il faut appeler le chirurgien pour essayer d'avoir un avis déjà d'expert et discuter la prise en charge hémostatique urgente. Chez le patient stable, avec tout le bémol sur stabilité et instabilité, là aussi on peut y revenir pendant des heures, chez le patient stable, eh bien, sur un débit de drain de 1500 ml à la pause, puis 200 ml par heure dès la première heure, on va poser une indication chirurgicale, ou bien, si on a moins de 1500 ml d'emblée et plus de 200 ml par heure pendant 3 heures, là aussi on va activer un peu le chirurgien pour aller voir ce qui se passe. Cet hémothorax, il faut le voir comme une espèce de tueur silencieux. Pourquoi? Parce que la cage thoracique, elle a beaucoup d'espace et que le sang peut s'épandre dedans parce que c'est une cavité à basse pression. On peut quasiment mettre une volémie dans un thorax et suite à ça, non seulement on va générer du choc hémorragique, mais aussi du choc obstructif parce qu'il va y avoir de la gêne au retour veineux. Et en plus, on n'a pas trop d'indications extérieure, visuelle. Pourquoi? Eh bien parce que la cavité thoracique ne va pas se déformer avec la constitution de cet hématome. Donc l'idée, c'est de se dire qu'il faut réévaluer à l'échographie ces patients, surtout si on ne passe pas par la case du scanner, mais aussi, je pense, chez ces patients qui sont très instables et chez qui on a peut-être eu une écho rassurante au début, en fin de réanimation, à la phase de déchocage dans les 20 premières minutes, refaire un coup d'écho pour vérifier la constitution où la majoration d'un hémothorax n'est pas totalement délirant. Et je vous prends cet exemple, cette jeune fille qui s'était jetée sous le métro suite à une rupture sentimentale. C'est la même radio que tout à l'heure, vous voyez, la radio ne dit pas grand-chose. À la base droite, certes, il y a une fracture de côte qui a l'air assez déplacée, et la fast écho que j'avais fait à ce moment-là montrait une petite lame d'hémothorax, mais pas de quoi s'inquiéter. Surtout que j'étais dans un effet tunnel sur le trauma du bassin, sur les biais cognitifs dont on a parlé juste avant. Je ne me suis pas trop inquiétée de ce poumon. Arrivé au scanner, voici son scanner et vous voyez que non seulement le drain qu'on avait mis à gauche n'était pas très utile, en tout cas pas très efficace, et à droite, eh bien, on se rend compte qu'il y a un saignement actif du parenchyme pulmonaire et déjà un volume d'hémothorax qui est assez conséquent. Donc pensez toujours à réévaluer vos hémothorax à l'échographie. Une fois qu'on a dit ça, qu'on a traité les lésions vitales du patient traumatisé thoracique, eh bien, il faut tout donner sur l'analgésie. Pourquoi? Parce que l'analgésie, c'est ce qui va conditionner la survenue des complications pulmonaires par la suite. Et quand on dit analgésie, eh bien, c'est analgésie à l'effort, à l'atout, à la mobilisation. Ce n'est pas l'analgésie du patient bien fixé dans son lit, qui ne bouge pas, qui ne parle pas et qui ne joue pas avec son téléphone. L'idée, c'est de pouvoir, chez ces patients-là, pousser à l'expectoration, à la kiné active et à la mobilisation maximale. L'analgésie multimodale, je ne vais pas y passer très longtemps. La morphine, c'est plutôt en PCA chez ces patients-là, mais surtout, c'est à la phase la plus précoce possible parce qu'on sait que traiter la douleur aiguë permet d'éviter les douleurs chroniques, mais aussi permet d'éviter les complications. Et surtout, très rapidement, il faut évaluer l'efficacité de cette analgésie multimodale pour passer à la phase d'après, qui est l'anesthésie loco-régionale en cas d'échec de l'analgésie multimodale classique. La star de l'anesthésie loco-régionale, c'est l'anesthésie péridurale thoracique,
Mais maintenant, il y a toute une série de blocs qui sont proposés, notamment dans les traumatismes unilatéraux, type les blocs serratus, érecteurs du rachis, paravertébraux, qui nécessitent quand même un peu de pratique et un peu de savoir-faire, plus finalement qu'une anesthésie péridurale thoracique qui est très efficace et qui permet de passer le cap dans la majorité des cas. Alors une fois qu'on a dit ça, quand on a le patient que vous voyez sur la photo à gauche, eh bien, il faut l'asseoir ou il faut le mobiliser ou alors il va falloir le drainer. C'est-à-dire qu'on a calmé la douleur, on a introduit de l'analgésie et là, on va introduire une nouvelle douleur qu'on appelle douleur procédurale. C'est-à-dire on va vous dire, on va vous asseoir pour vous poser une péri et donc on va générer une maximisation de la douleur à ce moment-là. On a plusieurs propositions. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut à ce moment-là se donner les moyens d'assurer l'analgésie efficace pour non seulement assurer la sécurité et le bien-être du patient, mais aussi de l'opérateur, assurer l'anxiolyse et l'amnésie pour le patient pour la suite des soins, et aussi assurer le contrôle des réponses motrices pour éviter un mouvement inopportun une fois que l'aiguille de péridurale est non loin du canal médulaire. Ce qu'on peut proposer, c'est de l'évoque rémifentanil, par exemple, ou des bolus et de la titration à la kétamine pour pouvoir le poser en toute sécurité. Dans le cadre de l'analgésie aussi, il est proposé par les RFE la fixation chirurgicale des volets. Cette fixation chirurgicale, il y a eu beaucoup de débats et assez peu de consensus pendant très longtemps. Mais aujourd'hui, ce qui est recommandé, c'est de les fixer rapidement si on n'arrive pas à sevrer les patients de la ventilation mécanique ou si on n'arrive pas à assurer l'analgésie dans les 36 premières heures. Et les études aujourd'hui montrent qu'une fixation précoce de ces volets costauds permettent de diminuer la durée de ventilation, de diminuer la durée de séjour en réanimation et de diminuer les douleurs chroniques à distance. Dans cette étude de cohorte réalisée à Bordeaux sur un collectif de 65 patients, ils ont évalué la survenue de douleurs chroniques chez les patients présentant un traumatisme thoracique sévère. Et on se rend compte sur la petite flèche bleue qu'à 3 mois, on a 62% des patients qui présentent des douleurs chroniques. Et à 12 mois, on a encore plus de la moitié des patients qui présentent des douleurs chroniques. Sur les radars du bas, c'est de l'évaluation de la qualité de vie au travers de l'échelle SF36. Et vous voyez avec les petits points bleus, c'est les patients qui n'ont pas de douleur chronique. Les petits triangles, c'est ceux qui sont à l'extérieur, c'est les patients qui ont de la douleur chronique neuropathique. Et les petits ronds noirs, c'est les patients qui ont de la douleur chronique non neuropathique. Et vous voyez à quel point il y a une altération de la qualité de vie pour ces patients qui est énorme, alors que c'est des lésions qui sont hyper fréquentes. Et on sait à quel point ces douleurs chroniques dépendent de la qualité de l'analgésie initiale. Donc tout ça pour amener à réfléchir sur vraiment la façon de proposer les soins à la phase toute initiale. Enfin, une fois qu'on a traité donc les lésions vitales initiales, qu'on a tout donné sur l'analgésie et qu'on assure une analgésie correcte chez ces patients, on sait que là, on est en surveillance armée sur nos patients pour évaluer la survenue de ces fameuses complications respiratoires dans les 3 à 5 premiers jours. On sait que dans les cas de contusion pulmonaire, il va y avoir de l'œdème périlésionnel et potentiellement de la surinfection. S'il y a des fractures de côte, on sait que ça va continuer à saigner et potentiellement générer de l'hémothorax qu'on va drainer à J2, J3 ou J4. Pareil sur les atélectasies pour toutes les zones pulmonaires qui ne respirent pas suffisamment. Et dans cette phase-là, alors que le patient n'est pas encore hypoxémique, même s'il y a un rationnel physiologique à proposer des modalités ventilatoires non invasives type oxygénothérapie à haut débit ou ventilation non invasive, pour l'instant, il reste cette question ici. Une fois que le patient va présenter une hypoxémie avec un PO2 sur FiO2 inférieur à 300, on va pouvoir introduire là de la ventilation non invasive intermittente ou de l'oxygénothérapie à haut débit. Enfin, une fois qu'il présente vraiment une hypoxémie inférieure à 200 de rapport PO2 sur FiO2, là, il existe des vraies preuves dans la littérature pour introduire la VNI intermittente, mais attention, sans prendre de retard sur notamment l'intubation de ces patients, parce qu'on sait que tout retard à l'intubation retentit après sur le devenir de ces patients. La VNI en curatif, elle, ce qui est prouvé dans la littérature, c'est qu'elle diminue déjà la fréquence des intubations, elle diminue la fréquence et l'incidence des pneumopathies, elle diminue la durée de séjour, mais pour l'instant, il n'a pas été montré un franc effet sur la mortalité, en tout cas chez les patients traumatisés thoraciques. Sur l'oxygénothérapie haut débit, il manque actuellement des études en traumatologie. En tout cas, dans la détresse respiratoire, tout venant, elle ne fait pas mieux ou pas pire que la VNI.
Et ce qui est prouvé, c'est que l'OHD permet de diminuer, là aussi, l'intubation, la durée de ventilation. Et on est encore en train de savoir si ça permet de diminuer la mortalité. Dans le cadre du trauma, il y a des études qui sont en cours. Donc au total, dans le traumatisme thoracique, il y a une phase initiale où il y a de la défaillance vitale. Il faut toujours avoir l'idée quels sont les pièges diagnostiques de la phase TECO et de la radiographie thoracique qu'on va avoir au déchocage et qui va permettre de proposer les thérapeutiques nécessaires pour assurer le devenir du patient. Ensuite, il faut se concentrer sur une analgésie efficace, tout d'abord multimodale et ensuite de l'anesthésie loco-régionale si possible pour assurer une kinésithérapie et éviter la survenue des complications. Et enfin, la ventilation, elle arrive assez précocement. On peut proposer de la ventilation non invasive à type de kinésithérapie, mais très rapidement, une fois que le patient désature, il faut absolument intensifier cette ventilation non invasive et peut-être proposer de la place à l'OHD une fois qu'on aura les réponses des études en cours. Mais surtout, ne jamais retarder une intubation si elle est nécessaire. Je vous remercie pour votre attention.